Tête à l'envers, le podcast de Mélina. Le podcast pour les bipolaires et pour leurs accompagnants. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast, nouveau format. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit générique, ce qui vous permettra d'avoir encore une petite dimension supplémentaire à ce podcast, la tête à l'envers, le podcast de Mélina. Voilà, et donc pour cette version, pour cette série-là, je vous propose de faire un petit tour des questions de Google. Quand on tape bipolaire, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Quelles sont les différentes choses que l'on peut découvrir? Et donc, on a notamment les questions attitrées associées à ce terme-là, et je me propose en fait de répondre à chacune d'entre elles selon ma propre expérience. Après, on verra peut-être dans d'autres podcasts une façon plus professionnelle et plus générale d'y répondre. J'irai chercher des choses sur le net et je ferai des recherches. Mais là, pour le coup, je vais essayer de répondre par ma propre expérience. Donc la première question qui est posée associée à cette recherche de bipolarité, c'est: est-ce qu'on est bipolaire à vie? Donc moi, ce que je répondrai, c'est oui, parce qu'effectivement, il y a des traitements à vie. On peut ne plus avoir de traitement, être stable, mais je pense que l'on reste bipolaire quand même. Dès l'instant où on est diagnostiqué, qu'on a eu des phases de dépression suivies et ou de manie, on reste bipolaire. Donc eux, ils ont répondu: en moyenne, les personnes atteintes d'un trouble bipolaire meurent plus de 10 ans plus tôt que la population générale. Ils répondent pas vraiment à la question, mais effectivement, il y a une espérance de vie qui est moindre chez les personnes bipolaires, notamment chez les personnes à tendance dépressive, puisque le risque, c'est effectivement le suicide. Voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un bipolaire? Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là, quel est le sens de la question, mais effectivement dans la tête d'un bipolaire en phase maniaque, il y a un peu tout et n'importe quoi. Voilà, on a les phases maniaques, on a des hallucinations, donc effectivement le cerveau marche à plein régime, on imagine des choses qui n'existent pas, on sent des odeurs qui n'existent pas, qui nous rappellent des choses qui existent, mais le rapport entre les deux n'existe pas. Donc on ressent une grande puissance également, une grande exaltation et le sentiment d'être totalement au-dessus de tout, de tout. On se sent hyper fort, on a l'impression que rien ne peut nous atteindre. Et il y a également les phases de dépression. Donc là, dans la tête, c'est plutôt col négatif. Donc, mais ça, vous connaissez. Je pense qu'on a tous une idée assez forte de ce qu'est une dépression. Donc la tendance à brailler du noir. En plus, il y a la dépression qui suit les phases maniaques, qui est dans la logique, c'est-à-dire plus on monte haut, plus on se sent coupable en fait du mal que l'on fait à nos proches, et plus on va descendre dans la dépression et la dépréciation même de soi-même. La troisième question, c'est: est-ce qu'un bipolaire se rend compte? Donc effectivement, la réponse qui est donnée dans Internet, c'est qu'en phase maniaque, on ne se rend plus compte, et c'est vrai. Très, très souvent, on sort de la réalité, donc il n'y a plus moyen de réaliser ce que l'on fait. On n'est plus maître du tout de nous-mêmes. Et en phase dépressive, il parle d'un état extatique. Il parle, c'est-à-dire qu'il se tient en dehors de lui-même. Oui, alors en phase dépressive, je pense qu'on peut dire qu'on est conscient quand même, on se rend compte totalement, et on est lucide sur les choses. C'est juste qu'on est tellement lucide qu'on voit les choses très très noires, de façon très très sombre. L'autre question suivante: est-ce qu'un bipolaire peut vivre seul? Je dirais même plus, il n'a pas le choix, parce que souvent on se retrouve tout seul à force de perdre des amitiés et de s'isoler. Donc c'est le risque, effectivement, malgré tout ça reste un risque pour les états dépressifs de s'isoler et se tuer à petit feu. C'est ce qui est dit dans la réponse. Et dans la première ligne, ils disent: dans la majorité des cas, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Donc effectivement, c'est pas juste un bipolaire qui ne peut pas vivre seul, c'est personne a priori qui est fait pour vivre seul, mais un bipolaire d'autant moins qu'il a des fragilités et que s'isoler pour lui est signe de souffrance plus que n'importe qui.
Ensuite, il pose la question associée à la bipolarité, c'est quel est le signe le plus bipolaire? Alors, il parle de comportement erratique et donc l'un des signes les plus reconnaissables de la bipolarité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais chercher ça tout de suite. Erratique, définition, parce que là, pour le coup, erratique qui n'est pas fixe. Ah oui, voilà. Le côté instable, voilà. Quel est le signe le plus bipolaire? C'est effectivement l'instabilité dans l'humeur, le côté un jour, enfin c'est pas en jour que ça se compte, c'est plutôt des phases en mois, donc un mois plutôt, ou 2 mois, 3 mois, où ça va aller, on peut être hypomanie pendant 3 mois et puis down les 3 mois suivants, par exemple. Ça peut être des phases de 6 mois, mais en fait, l'instabilité, effectivement, est le signe le plus reconnaissable de la bipolarité. Je suis d'accord avec ça, effectivement, moi-même, c'est assez typique dans mon cas. Ensuite, la question suivante, quel est le test pour savoir si on est bipolaire? Alors moi, j'ai pas fait de test parce que voilà, c'était assez flagrant. Ma première phase maniaque, il n'y avait pas trop, même la deuxième, j'ai été diagnostiquée à la deuxième. Mais sinon, il parle du questionnaire Mood Disorder, questionnaire, voilà, je sais pas si c'est anglais, oui, il faudrait le dire en anglais, mais questionnaire, c'est écrit exactement pareil qu'en français, donc c'est un peu compliqué. Et donc, ils disent que c'est un auto-questionnaire de 5 minutes qui est l'un des outils fiables le plus utilisé pour déterminer l'éventuelle présence de symptômes du trouble bipolaire chez l'adulte. Il est rempli par la personne et a été développé par Hirschfeld, voilà, un scientifique en 2000. Voilà, donc je n'avais pas connaissance de ce questionnaire, mais effectivement pour les personnes qui doutent, qui sont en état voilà, à se demander, prenez connaissance de ce questionnaire effectivement que vous pouvez faire vous-même et qui vous donnera une idée donc a priori de si vous l'êtes ou si vous avez des risques de l'être ou pas du tout. Est-il possible de devenir bipolaire du jour au lendemain? Alors, il répond de quoi? Il est possible de passer de la joie à la colère en seulement quelques minutes, mais on ne devient pas bipolaire du jour au lendemain. Oui, effectivement. Les sautes d'humeur brusques et brutales chez les non-bipolaires provoquées par des événements déclencheurs disparaissent rapidement lorsque la situation stressante s'arrange. Voilà, alors que chez un bipolaire, effectivement, ça va perdurer durant les années et c'est ce qui va faire que sur les années, le diagnostic va se confirmer. Mais du jour au lendemain, effectivement, c'est pas parce qu'on a des sautes d'humeur de la colère à la tristesse que l'on est bipolaire et c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, mais plutôt sur des mois, des années. Comment reconnaître quelqu'un de bipolaire? Alors, ils répondent. Moi, je dirais... attends, je vais regarder d'abord la réponse. Une personne présentant un trouble bipolaire vit ses émotions avec une intensité démesurée et elle a parfois du mal à les maîtriser. C'est vrai. Gestion des émotions, c'est vrai que c'est le signe distinctif pour ma part et je pense pour tous les bipolaires. Mauvaise gestion de la colère notamment, ça peut être la tristesse également. Moi, j'ai été une enfant qui pleurait beaucoup et je reste une adulte qui a du mal à gérer ses émotions comme la tristesse effectivement, mais la colère non plus. Et ils disent, par exemple, la personne peut vivre les événements de sa vie quotidienne avec une profonde tristesse ou un sentiment de bonheur extrême. Voilà, c'est vrai que moi c'est pareil, quand j'ai une joie, je la vis de façon très intense et extrême, c'est vrai. Donc voilà, est-ce qu'un bipolaire regrette? Alors là pour le coup je ne sais pas s'il parle des phases maniaques, mais pour mon cas oui, il y a une culpabilité énorme suite à une phase maniaque, donc oui je regrette. Je regrette aussi des choses que je dis en phase maniaque qui sont très dures et parfois pas très justifiées, pas très appropriées. Tout ça je regrette. Donc voilà, oui, il y a des regrets. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Les regrets de mes périodes... Ah, c'est un témoignage. Ah oui, c'est Upstage. C'est un témoignage d'une personne bipolaire. Les regrets de mes périodes maniaques sont accompagnés d'angoisse et de gêne. Parfois, ces regrets me font frémir, contrairement aux regrets de la dépression qui me font regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Les regrets de la manie concernent les actes. Parfois, je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Voilà, la manie, c'est effectivement très compliqué. Moi, en phase dépressive, elle dit quoi? Regrets de la dépression qui me font regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Voilà, en dépression, on regrette de ne pas l'avoir fait. Et les phases maniaques, on regrette d'avoir fait des choses. Voilà. Est-ce que le bipolaire est manipulateur? Alors là, il parle qu'il peut être méchant dans le sentiment de perte de contrôle, sûrement en phase maniaque. C'est ce que je disais, moi, je peux être méchante avec mes proches dans ce que je dis.
mais pas manipulateurs. Ils font pas, ils en parlent pas. Cette perte de contrôle peut se manifester sous forme de difficulté à gérer les émotions, ce qui peut parfois conduire à des comportements méchants. Mais entre la méchanceté et la manipulation, il y a quand même un pas. Moi, je ne pense pas être manipulatrice, mais non, je pense pas qu'il y ait un lien entre bipolarité et manipulation. Voilà. Qu'est-ce qui déclenche une crise chez un bipolaire? Alors, moi, en ce moment, enfin depuis quelques années, c'est la consommation de cannabis. Avant cela, avant que je consomme, ça pouvait être le printemps, un changement de saison, ça pouvait être un stress, enfin c'est ce qui est dit en général sur les facteurs déclenchants. Là, il parle de consommation d'alcool, de tabac ou de drogue, un manque de sommeil, mais en général, ça vient après. Elle se déclenche la crise et après vient le. Mais bon, ça peut être dans l'autre sens aussi. La survenue d'une maladie comme la hyperthyroïdie, plus rarement la prise de certains médicaments, des corticoïdes, traitement de la maladie de Parkinson, interférons, anti-inflammatoires, antidépresseurs. Voilà, donc ça rejoint avec des choses en plus, ça rejoint ce que je disais. Comment rendre heureux un bipolaire? Donc là, il parle essentiellement de la phase dépressive. Ouais, il parle de rentrer en communication avec la personne bipolaire, écouter sa souffrance et aider-le à analyser la situation de manière plus objective. Essayez de le divertir, encouragez-le à prendre rendez-vous avec son psychiatre. Bon, moi je sais pas, en phase dépressive, c'est vrai que j'apprécierais plus d'encouragement de la part de mes proches qui me mettent au contraire davantage la pression pour que je me bouge, mais en même temps, voilà, je sais pas trop en phase dépressive ce qui pourrait me rendre plus heureuse, si ce n'est que ce vers quoi je tends aboutit, c'est-à-dire trouver du travail, que je le trouve, avec mon fils que la situation s'améliore, enfin que les choses évoluent dans le sens positif. J'attends rien forcément des gens et je sais pas la question comment me rendre heureuse. Les gens, moi, il faut qu'ils soient comme j'ai envie qu'on me traite pas comme une personne malade, donc justement, donc je pense pas que la question soit justifiée dans mon cas. Est-il possible de vivre en couple avec une personne bipolaire? Oui, moi je dis oui. Après, il y a des complexités effectivement. Ils disent que ça demande de la patience, aussi de la souplesse et une bonne gestion des attentes. Effectivement, mais comme toute personne, on a des particularités. Bon, nous, ça se joue sur les humeurs et sur la fluctuation effectivement, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Moi, mon couple a échoué, mais je pense que la personne en face correspondait pas du tout à ce qu'aurait dû être une personne accompagnante, donc ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas compris du tout ce que j'avais, et il n'a pas voulu comprendre, et donc il m'a même poussé à consommer. C'est lui qui m'a initié à la consommation de drogue, donc on peut dire qu'il était complètement à côté de la plaque, hein, sans vouloir l'offenser, et c'est le père de mon fils, donc je devrais respecter, mais voilà, donc effectivement, si on trouve la bonne personne qui accepte ses phases, qui est patient et tout ce que j'ai dit, ouais, non, il n'y a pas de raison, hein, on n'est pas non plus destiné à vivre seul et pas en couple, donc oui, c'est tout à fait possible. Est-ce que la bipolarité se guérit? Elle se guérit, elle se stabilise, je crois, j'ai toujours entendu dire ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Se soigne avant tout à l'aide d'un traitement de fond, mais également avec des traitements symptomatiques. Le traitement de fond est destiné à la fois à traiter l'épisode, et à prévenir les rechutes. Il peut être pris pendant des années, voire toute la vie. Voilà. Donc on peut l'arrêter si jamais, avec l'accord du psychiatre, si ça fait plusieurs années qu'on est stable et qu'on n'a pas eu de phase ni maniaque ni dépressive. Effectivement, il est question d'arrêter le traitement, mais ça reste, je pense, des cas plutôt rares. Est-ce que la bipolarité s'aggrave avec l'âge? Non. Alors, ils disent présente un risque accru de troubles neurocognitifs majeurs. Mais moi, je trouve qu'avec l'âge, les crises, en tout cas, deviennent de moins en moins sévères, contrairement à quand j'étais jeune. Il y a de moins en moins d'hallucinations ou des déracinements avec la réalité. Enfin, je trouve que ça s'amoindrit avec le temps, personnellement. Après, il parle de troubles neurocognitifs majeurs avec le vieillissement. Les conséquences sur le fonctionnement psychosocial sont alors plus importantes dans cette population. Ouais, effectivement, ça peut être... je me suis isolée, j'ai perdu des gens, donc effectivement, c'est plus difficile à ce niveau-là maintenant.
Et voilà, au niveau neurocognitif, ouais, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Enfin, moi, dans mon cas, je trouve que ça ne s'aggrave pas avec l'âge, ça a tendance à s'amenuiser. Et j'avais entendu d'autres bipolaires dire ça aussi. Donc après, je sais pas dans la majorité des cas ce qu'il en est. Est-ce que le bipolaire est conscient de sa maladie? Oui, dans les phases normales, je crois que l'on est conscient de notre maladie. Là où on est moins conscient, voire pas du tout, c'est pendant les phases maniaques, bien évidemment. Et en phase dépressive, on est conscient, bien évidemment, de ce qui nous arrive. Donc, ils reviennent sur la phase maniaque, le patient n'est plus conscient de sa maladie et donc pas à même de prendre les bonnes décisions. Établir à l'avance un plan de crise lors d'une période de rémission où il a conscience de son trouble vise à faciliter la prise en charge et à adopter des mesures immédiates. Voilà, donc effectivement, c'est pendant les périodes normales, entre guillemets, où il faut faire quelque chose et établir des protocoles avec la personne pour être sûr que tout se passe bien quand elle est en crise. Quelles sont les phases d'un bipolaire? Alors, les phases d'un bipolaire, oui, état d'euphorie ou d'agitation, oui, la manie, c'est ce que je disais, bon, c'est toujours un peu les mêmes questions. Un état d'euphorie ou d'exaltation, c'est la manie, l'état d'abattement, c'est la dépression, et l'état sans symptômes, on appelle ça l'euthymie, pendant lequel la personne se sent équilibrée et fonctionne bien. Voilà, donc manie, dépression et phase normale. 3 cycles, 3 phases, sachant que nous, ce qu'on préfère, c'est quand même la phase euthymique, même si la phase d'euphorie est forcément elle est agréable, mais comme on sait qu'elle est dangereuse et qu'elle nous mène à des situations un peu compliquées, finalement on l'aime pas trop, quoi. Alors combien il m'en reste? Je vois que j'ai du bruit. Oh, il y en a plein. Ce que je vous propose de faire, parce que je sais pas combien, on a quand même 16 minutes d'enregistrement là. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de noter là où j'en suis, ou de continuer une autre fois les questions, ou de le voir différemment la prochaine fois, de faire encore un autre format. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de faire différemment que d'habitude, parce que c'est vrai qu'à force de me morfondre sur mon cas, c'est un peu triste et pathologique et pathétique. Donc, sachant que je suis journaliste de formation, je trouvais que l'idée de m'appuyer sur Internet et sur des questions d'ordre qui avaient été posées par d'autres internautes était oh, ils font du bruit, putain. Voilà, je trouvais que c'était intéressant et donc merci d'avoir suivi ce nouveau podcast de la tête à l'envers, le podcast de Mélina. N'hésitez pas à me liker, à commenter et surtout à vous abonner et vous suivre tous ces contenus qui suivront, j'en suis sûre, bientôt. Merci à vous, à bientôt, bye bye. La tête à l'envers, le podcast de Mélina. Le podcast pour les bipolaires et pour leurs accompagnants.